Bonjour tout le monde. Patrice Aimé, je représente ici le MS-21, le mouvement pour un socialisme du XXIe siècle, dont les fondamentaux, pour reprendre juste des termes, sont la souveraineté populaire, la laïcité et la redistribution des richesses. Je voudrais ici amener beaucoup plus de questions que de réponses, vous m'excuserez, et interroger un peu la notion en politique de radicalité. Parce que c'est une notion qui est redoutablement d'époque et d'actualité. La première constatation que je fais, c'est dire que le capitalisme est une option radicale, et dont la radicalité ne fait que s'accentuer au fur et à mesure qu'il est confronté à des contradictions internes telles que celles qu'a rappelé Bernard tout à l'heure. Bon, je prendrai quelques exemples, mais que vous connaissez bien. La conception du TINA, le There is no alternative, excuse-moi Georges pour cet anglicisme. Donc le capitalisme se conçoit comme une façon de vivre ensemble absolument unique, qui ne tolère pas d'autres alternatives. Je voudrais prendre pour exemple ce qui s'est passé en 2005 avec le traité constitutionnel, où on a bafoué de manière quand même assez caricaturale l'expression populaire. Je prendrai aussi l'exemple de la Grèce, qui manifestement montre que la logique néolibérale n'hésite pas à sacrifier un peuple entier pour soutenir sa propre logique interne, ce qui est quand même une catastrophe humanitaire grave. Et puis on en arrive bien sûr aux lois XXL sur le travail, là, qui sont quand même des attaques très radicales sur le monde du travail. Je sors à l'instant d'avoir écouté un débat aux syndicalistes sur les incidences de cette loi sur la vie des travailleurs. Ça va être quelque chose de grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement l'inversion de la hiérarchie des normes, il y a aussi une réforme de l'assurance chômage qui va précariser les gens, notamment les gens plus âgés, entre 50 et 60 ans. Il y a ce fameux contrat qu'il appelle contrat de projet, qui est véritablement une casse de l'ancien code du travail, avec une idée de la précarisation du monde du travail telle qu'elle avait été rarement pensée récemment. L'exemple certainement qui vient, c'est ce qui s'est passé avec les lois Hartz en Allemagne sous Schröder, qui a quand même impliqué l'avènement de dizaines, de centaines de milliers de travailleurs pauvres. Et il va se passer exactement le même processus en France. Donc le capitalisme est radical, sa radicalité le fait que se confirmer, et on peut penser, on peut dire que on pourra s'opposer au capitalisme en prenant aussi des options radicales, des options systémiques. Et le moment des réformes, des réformettes et des mesures, des demi-mesures est révolu. Le problème, c'est que il y a un constat aussi qu'on peut faire, et là je suis en partiel désaccord avec Bernard, c'est que moi je constate que le peuple, ce fameux peuple dont on a besoin pour transformer les choses en profondeur, ce peuple a une fâcheuse tendance à être conservateur, à ne pas vouloir intégrer les éléments de radicalité que l'époque suggère. Alors ça pose un problème au monde politique, on voit très bien. Tous les syndicats, les partis sont confrontés à ce dilemme. Alors, bon, pourquoi le peuple n'est pas, je dirais, à la hauteur des enjeux politiques de la période? Alors, il y a plusieurs raisons, on en reviendra certainement dans le débat. J'en vois une qui est le fait que le capitalisme se structure de manière très diffuse dans des lieux de décision qui sont très lointains. Les choses se passent à Bruxelles, les accords se font, tels les accords du CETA, du TAFTA, se font de manière extrêmement opaque, avec les gens qui sont peu informés ou qui supposeraient un degré de politisation très élevé pour être au courant de ce qui se passe. Donc il y a un fatalisme qui frappe le peuple, qu'on a tous constaté, et qui est très dur à inverser. La deuxième raison est certainement liée à la force médiatique. Je rappelle ici, 90% des médias appartiennent à une dizaine de milliardaires en France, et qu'on ne va pas attendre d'eux qu'ils diffusent de l'éducation populaire à la hauteur
des espoirs de Bernard. Donc il y a ce constat qu'il faut faire. Alors, il y a une façon radicale de concevoir la suite, c'est d'attendre que la crise paroxystique du capitalisme soit telle qu'on ne puisse plus passer à côté de manière vraiment, je dirais, caricaturale. Alors ça, c'est une forme de jusqu'au-boutisme qu'il faut éviter, parce que si on pense que les alternatives politiques ne pourront être crédibles qu'au moment où les gens mourront de faim ou seront sur les trottoirs à dormir, c'est déjà que partiellement commencé, mais s'il faut attendre un cataclysme social pour mettre à l'épreuve une alternative politique, je pense que ce sera trop tard. Pour aller très rapidement, cette situation met les organisations politiques et syndicales devant un dilemme que je voudrais poser comme question pour la suite. Soit ces organisations veulent faire masse, et là je me tourne vers la France insoumise par exemple, mais pour ce faire, elles sont quasiment contraintes d'esquiver un certain nombre de questions. La question, par exemple, de l'Union européenne, la façon de traiter cette question-là, moi je la qualifie d'esquive. La façon de traiter l'euro, la souveraineté monétaire d'un pays, je considère que la FI esquive. Mais elle a peut-être raison, hein. Je ne dis pas qu'elle a tort. Je dis qu'elle est obligée, pour faire masse, pour éviter de lever les ambiguïtés à ses propres dépens, eh bien, elle est floue sur un certain nombre de questions, et je dirais jusqu'à, et là j'ai été particulièrement un peu attristé, jusqu'à minimiser la question laïque, et pourtant Jean-Luc Mélenchon pourra lui reconnaître qu'il est relativement droit dans ses votes sur la question, mais pour faire masse, il a minoré la question, et il a hypertrophié la question environnementale, qui à mon avis est un affaiblissement de la pensée politique. La deuxième alternative, celle que je préconise moi, mais ça se discute, c'est de garder la radicalité, de rompre de manière systémique avec le capitalisme, effectivement d'affronter le problème de la propriété des moyens de production, mais aussi d'affronter radicalement la nocivité qui n'est plus escamotable de l'Union européenne. Ce ne sera pas transformable de l'intérieur, ça a été construit par les néolibéraux pour les profits, il faut le dire. Il faut le dire au peuple, même s'il n'est pas prêt encore à l'entendre, de la nocivité intrinsèque de l'euro. Cette monnaie a été faite par les néolibéraux pour eux. Les pays comme la Grèce, à qui on a imposé une monnaie qui n'est pas calibrée pour leur économie, souffrent de manière telle qu'on ne peut plus dire l'euro est à nous, c'est fini. Ça, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. L'euro est à eux. L'euro, c'est une monnaie de néolibéraux fait pour affaiblir les économies et les pays qui ne sont pas ultra compétitifs comme celle de l'Allemagne. Et je terminerai en parlant de souveraineté, qui est quand même un élément central de l'action politique. La souveraineté, je dirais une citation que j'offre comme ça à la réflexion générale, est souverain celui qui décide dans les situations exceptionnelles. Je vous remercie.